Aujourd'hui, on discute des enjeux économiques et sociaux de notre belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. On va se pencher sur l'impact du vieillissement de la main-d'œuvre avec le départ, comme vous le savez, le départ à la retraite d'une génération qui vieillit. Bien, quelles sont les répercussions sur nos entreprises, nos institutions et aussi notre communauté dans son ensemble? Alors, je vous souhaite la bienvenue à Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour tout le monde! Comment allez-vous? Bonjour! Oui, bonjour! Oui, ça va? Oui. Christian Péloquin, Joanie Duval, mes habitués, mes acolytes, depuis de longue date, hein? 6 ans comme il faut. Hein, Hey, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a vraiment un impact incroyable, pas juste sur notre région, mais sur la planète. C'est partout. C'est partout. Puis on va pouvoir discuter de ça, l'impact du vieillissement de la main-d'œuvre. Mais ici, tout particulièrement en région, l'exode des jeunes. Hein? On va pouvoir parler de ça. Alors, comme invité, je trouvais que cette personne-là était la meilleure et la plus pertinente des gens qui pouvait nous parler de ce vieillissement-là. Et je vous présente à l'instant Sonia Tardy, Bonjour. du CLD, donc Centre de développement économique de la MRC Abitibi-Témiscamingue. Oui. Plutôt de la MRC de la BTB. MRC d'Abitibi. Ouest, ici? Non, OK. Ouest, c'est dans le coin de la Sarre. Ouest, c'est la Sarre. Oui. Donc, Abitibi. J'aime ça, la mêlée. Hey, toi, commence pas. Commence pas. Depuis tout à l'heure que je suis mon dos. Fait que... Sonia, Oui. gros sujet. Je pense que le vieillissement de la population, le vieillissement de la main-d'œuvre, plutôt, t'es là-dedans, hein? Vous travaillez fort sur ce côté-là. Toi, tu as des statistiques sûrement. Tu travailles avec des entreprises. Parle-moi donc un petit peu de tout ça. Mais la plus frappante, moi, là, depuis quelques années qu'on suit au niveau de la statistique, c'est pour 100 départs à la retraite, on est entre 65 et 70 personnes qui entrent sur le marché du travail. Donc, pour les remplacer, il nous manque entre 30 à 35 personnes. OK, attends un petit peu. Tu as dit 100 départs à la retraite. Oui. OK. On a 60 à 70 personnes. 65 à 70 personnes 65 à 70. qui entrent sur le marché du entrent. travail pour les remplacer. Fait que donc, on est en moins de entre 30 À 35 personnes. À 35 personnes. Donc, là. postes vacants qui deviennent vacants à chaque année. Là. OK. Oh, à chaque année? À chaque année, oui. Oh, OK. OK. C'est quelque chose. On va en parler tantôt de ça. Mais avant toute chose, on a toujours un portrait et tu me corrigeras si je me trompe dans mes recherches que j'ai faites. Alors, le portrait sur l'impact du vieillissement de la main-d'œuvre en Abitibi. Hein? Alors, la population active vieillit avec un nombre croissant de travailleurs approchant l'âge de la retraite. Comme lui à côté. Je ne l'ai pas regardé. Hein? Non. Hein? Même ton doigt m'a pas regardé. Non, non. Hein? Ce vieillissement de la main-d'œuvre pose des défis importants pour les entreprises et les institutions de région, notamment en termes de recrutement, de rétention des talents et de transfert de connaissances. Oui. Les secteurs clés de l'économie régionale, tels que les industries minières, forestières et manufacturières, sont particulièrement touchés par cette tendance, mais également les institutions publiques. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un déplacement qui se fait aussi? Parce que là, je n'ai pas parlé des petits commerces du coin de la rue et tout ça. Eux autres, sont-ils corrects? Bien, en fait, toutes les entreprises sont touchées parce que, comme on va parler des minières, par exemple, ça prend un grand bassin d'employés. Et avant, il y avait un minimum de formation nécessaire. Maintenant, ils les forment souvent sur place. Donc, ce qui fait qu'ils viennent chercher des gens avec moins de compétences au départ, ces gens-là travaillaient peut-être dans nos commerces, dans nos restaurants. Donc, ça vient créer un déplacement de la main-d'œuvre, mais il n'en reste pas moins qu'il en manque. Et pas seulement dans nos minières ou dans nos entreprises forestières, il en manque également dans nos commerces et toute entreprise là, de services là, que nous avons là, dans la MRC d'Abitibi. Ça veut dire que le commerce du coin qui avait sa main-d'œuvre, puis qui paye peut-être possiblement moins,
et que la mine offre l'opportunité d'aller chercher du monde. Fait qu'on se retrouve avec un problème qui Tout à change fait. de place. Là. Si on pense juste à nos restaurants manquent de cuisiniers, nos restaurants manquent de serveurs, il y a un roulement de personnel assez énorme. C'est flagrant. Là. C'est les premiers mois, là, ceux qui ont été vraiment le plus impactés, c'est vraiment la restauration, les commerces, parce qu'on a vu des fermetures. Ça a créé des fermetures de journée. Donc, il y en a qui sont plus ouverts 7 jours sur 7. Ça a créé aussi des réductions de temps. Donc, nos restaurants sont plus ouverts jusqu'à 11 heures ou minuit. Ça, souvent, ils ont été réduits. Mais je me demandais, c'est pas plus le fait que les restaurants ont été fermés pendant une grande période de temps qui les ont affectés plutôt que le vieillissement de la main-d'œuvre? Il y avait un impact avant la COVID déjà. OK. Déjà. Moi, quand on a commencé la démarche défi RH en 2017, ce qui est avant la COVID, on parle de 2020, la COVID, il y avait déjà des affiches dans tous les restaurants, dans tous les commerces, recherche employés. C'est comme ça que ça a commencé, la démarche défi RH. Là. Mais il n'y a pas aussi un problème de compétence. C'est-à-dire que si on baisse les standards, je ne sais pas, là. Parce que, je juste comprends. donner un exemple, là, c'est que moi-même, à l'époque, j'avais dans la vingtaine, j'avais de la misère à rentrer comme sanitaire, c'était au CN. Je n'ai pas été capable de rentrer au CN. On était trop de monde et je ne répondais pas à les critères. Aujourd'hui, je vois le jeune habillé en yo avec la calotte de travers, yo, puis il sort du truck du CN. Donc, les compétences sont un petit peu... Oui, mais je vais dire compétences, connaissances, puis je vais comparer aux habiletés possibles. Donc, souvent, oui, effectivement, il n'y a pas la formation ou il n'y a pas l'habileté ou la connaissance pour faire le métier. Mais maintenant, les entreprises se sont ajustées parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Puis s'il y a quelqu'un qui a le goût d'aller travailler dans cette entreprise-là, bien, ils vont être plus flexibles, plus adaptables. Ils vont mettre peut-être plus de mentors, donc de personnes, justement, qui ont plus d'expérience pour les former. Il y a même des formations qui se sont développées au Centre de formation professionnelle Arcana pour faire de la formation et en milieu de travail. Toute cette chose-là s'est développée avec cette situation-là de manque de main-d'œuvre. Mais oui, les gens ont moins de compétences au départ, mais ils les acquièrent en milieu de travail plutôt qu'avoir une formation de base avant de rentrer. C'est les trucs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cycle? Ce que je veux dire, moi, c'est que, par exemple, quand j'avais 16 ans, écoute, en ville, nous autres, les pick-up se promenaient puis ils cherchaient du monde pour aller pelleter du brintier au moulin. Des scieries. Fait que moi, à 16 ans, je suis allé pelleter du brintier pour me payer cash. Puis là, aujourd'hui, après ça, je suis arrivé en 82, 83. Là, c'était l'inverse. Là, on faisait la ligne, sa passerelle pour avoir une job. Et puis, donc, je me dis, moi, avant 82, on dirait qu'il y avait le même principe que ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-tu possible? Ça, c'est comme un cycle, je ne sais pas. Bien, c'est un cycle, mais ça ne reviendra jamais à 100 %. Dans le sens qu'ils ont évalué les statistiques que j'ai vérifiées ce matin. Là, c'est sûr qu'ils datent déjà de quelques années, mais on disait qu'en 2036, on atteindrait à revenir à 85 personnes qui remplaceraient sans départ à la retraite. Ça ne reviendra probablement pas. Cependant, les entreprises changent, les entreprises évoluent, font de l'innovation, revoient leur processus, changent leurs services ou s'adaptent. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, le besoin est plus nécessairement flagrant dans certaines entreprises parce qu'ils ont adapté. J'ai assisté à une conférence, à un congrès de l'Association forestière il y a 2 ans, puis ils démontraient déjà, là, on n'ira plus en forêt coupée avec les grosses machines. Là. Ça va être, les machines vont être là, puis ça va être des gens derrière un écran qui vont travailler. Un peu comme dans les mines, non? Oui, la robotisation va faire que tu vas peut-être avoir besoin d'un employé qui va faire la job de 3 aujourd'hui. Donc, tout ça, l'innovation, la robotisation, l'automatisation, va venir peut-être créer cette situation-là où on va avoir l'impression qu'il y a moins d'emplois de disponibles, mais on n'est pas encore rendu là. C'est ça. C'est déjà commencé au niveau des commerces puis tout ça. Là, ça va être beau dans les CHSLD tout à l'heure, mais j'avais une image. C'est beau. Ah, OK. Est-ce qu'on peut penser que ce qui se produit actuellement, c'est pas juste ici en Abitibi, mais c'est mondial. Là. Il y a de la pénurie de main-d'œuvre partout là, qui se passe. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce que
c'est un côté comment je pourrais dire ça, de croissance humaine, dans le sens... C'est une question démographique. Oui, en c'est gros, ça. Je veux dire, moi, mon conjoint vient d'une famille de 12. Ma mère, une famille de 9. Moi, j'étais seule. J'ai un seul enfant. C'est rare maintenant qu'on voit des familles de plus que 4-5 enfants. Là. Donc, cette situation fait qu'il manque de gens de relève. C'est ça, hein? C'est à cause de ça. Là. Je ne penserais pas que demain matin, on va recommencer à faire 8-10 enfants là, dans nos familles. Là. Ouais. Puis j'ai lu un article que même en Chine, Corée du Nord, ils ont le même problème. Ils ont le même problème ils ne font plus d'enfants. C'est ça. C'est ça. Puis la population à certains endroits est encore élevée. C'est pas partout, c'est pas mondial, mais c'est quand même assez étendu. C'est quand même très étendu parce qu'on, tu sais, en France, c'est ce qui se produit. Il y a vraiment beaucoup d'endroits. Là, en France, ils relèvent aussi l'âge de prise de retraite. Là. Je pense qu'il y a une loi qui ont fait passer ça à 60... Oui, puis ça 62, je pense? Non. 68. Non, c'est ça. Je pense que c'est 62. C'est nous autres. Oui, on était de 65 à 67 et M. Trudeau a ramené ça à 65. Oui, mais c'est parce qu'en France, une certaine période, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais dès que tu atteignais l'âge de 50 ans, c'était très difficile d'avoir un emploi. Ben, ça l'est encore, même pour nous autres. Ben, et là, ici, c'est rendu de même, là, ici au Québec. Mais ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais avoir un emploi peut-être à temps plein, oui, mais avoir un emploi à temps partiel, il y a beaucoup de gens retraités qui pensent puis qui font le saut, là, peut-être que il y a l'association Hors Pair qui aide beaucoup à accompagner les gens de 50 ans et plus. Même, je pense qu'ils ont réduit là, l'âge, mais ils aident ces gens-là à retrouver du travail. C'est sûr et certain que des fois, surtout si on faisait un métier. On a un métier spécifique, puis que là, ce métier-là n'existe plus, on n'a plus la capacité de le faire, bien, c'est aux entreprises aussi à s'adapter un peu, à être plus flexibles. Donc, si moi, je suis plus capable de travailler 5 jours semaine parce que j'ai un peu mal au dos, mais que je serais capable de faire des demi-journées ou 3 jours semaine, bien, si les entreprises, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, se rendent plus flexibles, puis ils sont capables d'avoir des gens là, plus âgés dans leurs entreprises. Parce que quelqu'un à 65 ans, on s'entend, n'a peut-être pas la même forme physique. Des fois, oui, là, on s'entend, il y en a qui sont très en forme, mais des fois, ils ont peut-être plus le goût non plus de travailler à temps plein, mais ils ont le goût de se désennuyer puis faire du travail quand même. Donc, ça peut être intéressant de faire cette intégration, mais il faut que les entreprises soient flexibles, d'adapter leurs horaires, puis de trouver des moyens pour intégrer de la nouvelle main-d'œuvre, mais garder aussi leur main-d'œuvre vieillissante. Absolument. C'est un peu leur responsabilité aux entreprises aussi. Tu sais, c'est leur problème, la main-d'œuvre. Là. Il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils trouvent des solutions aussi. Là. C'est pas... Surtout si tu décides de créer une entreprise, ben c'est parce que si tu crées une entreprise qui a besoin d'employés, ben aujourd'hui, il faut peut-être que t'adaptes tes idées à dire, bon, ben dans mon entreprise, ça sera peut-être pas du 40 heures ou du 50 heures semaine, mais de réduire ma marge d'heures par semaine, puis d'être beaucoup plus flexible aussi au temps donné pour l'entreprise, parce que sinon, tu n'auras pas d'employés. Là. Puis même nous, quelqu'un qui veut se démarrer, là, qui vient nous rencontrer, qui veut de l'aide pour démarrer une entreprise, quand il évolue son projet, il analyse son projet, on demande toujours combien d'employés vous allez avoir besoin dans votre entreprise. Parce que si tu me parles de 20 employés, bonne chance. Donc, est-ce que c'est parce que tu as déjà tout trouvé tes gens, mais en même temps, ces gens-là travaillent ailleurs. Là. Fait que tu vas juste les retirer dans un autre endroit pour les amener chez toi. C'est ça. C'est pas de la nouvelle main-d'œuvre, c'est de la main-d'œuvre existante. C'est juste que 20 employés, des entreprises, des grandes entreprises qui veulent démarrer avec 20 employés, si tu ne les as pas déjà, souvent on dit, ben ça va être difficile. Du démarrage d'entreprise à grande échelle, on en fait beaucoup moins, à moins que ce soit une entreprise qui décide de s'automatiser beaucoup. Donc, il va y avoir peut-être besoin de plus de gens spécialisés, mais 2-3 qui vont être là pour gérer une plus grande entreprise. Est-ce que tu vois ça beaucoup de plus en plus dans les démarrages d'entreprises où le projet est de plus en plus automatisé pour réduire le nombre d'employés au démarrage? Bien, quand effectivement, c'est pour des grands projets, effectivement, là, on va parler tout de suite d'automatisation ou de robotisation
pour avoir le moins besoin de personnes. Donc, il faut vraiment penser au processus de ce qu'on veut faire. Dans les petites entreprises, je vous dirais, nous, là, au CLD, depuis et avec la pandémie, ce qu'on a vu beaucoup, c'est l'émergence des travailleurs autonomes. Donc, moi, je travaille pour une minière, je suis un mécanicien, mais au lieu de travailler pour une minière, je vais me lancer en affaires. Je vais être travailleur autonome, mais je vais aller travailler pour différentes minières qui vont avoir besoin de ma spécialité. Donc, ça, on a vu ce phénomène-là évoluer depuis. Est-ce que les entreprises sont flexibles à ça? Tout à fait. Oui. Je me demande des fois si ce n'est pas les entreprises qui poussent ça. Pas nécessairement. Je dirais que non, parce que le besoin de main-d'œuvre est tellement grand. C'est ça. Peut-être certaines, là, je ne veux pas parler pour la majorité, mais je dirais que vraiment, c'est des gens qui ont le goût de voir d'autres aspects, d'autres milieux. Puis ces travailleurs autonomes-là, souvent, ils vont vouloir se faire... Les gens veulent les engager, là. Ils veulent les avoir en tant qu'employés. C'est juste qu'ils ont décidé de faire leurs propres horaires, avoir une flexibilité dans leur façon de faire. Puis ils travaillent pas moins, je vous dirais qu'ils travaillent même plus, probablement. C'est une tendance qui est vraiment à la hausse, là. Tu sais, les gens de mon âge, on veut tous être travailleurs autonomes. Oui, puis d'un autre côté aussi, comment je dirais ça, je pense que ça fait l'affaire des minières. Ben, je dis des minières, là, mais comme tel, parce que j'ai vu ça dans une mine, c'est qu'à un moment donné, la mine avait à peu près 8 ou 9 employés. Les autres, c'est tous des sous-contracteurs. C'est tous des contracteurs. Oui, c'est ça, donc, des contracteurs. Oui, absolument. Ça coûte peut-être moins cher aussi. Peut-être pas non plus. Mais du côté de subvention... Ça coûte pas moins cher. Du côté subvention, je me demande, est-ce que c'est plus payant pour une entreprise quand elle demande des subventions au gouvernement, d'avoir plus d'employés? Parce que quand on voit une annonce qu'une entreprise se lance, qu'une entreprise débute, c'est très bien vu qu'elle va employer tant d'employés, puis que ça va faire rouler l'économie et tout. Fait que je me demande, c'est pas un peu artificiel des fois. Le manque d'employés, le manque de main-d'œuvre. Je pense pas que ce soit artificiel. C'est bien réel, selon moi, oui. Pour ce qui est des subventions, le gouvernement axe ses subventions selon les besoins. Là, on s'entend que le besoin de main-d'œuvre, on est en plein emploi. Là. J'ai regardé la statistique ce matin, là, on est à 2,9 de taux de chômage en Abitibi-Témiscamingue sur 4, là, je me trompe peut-être, 4,5 ou 4,8 pour le Québec. On a parlé, il y a quelques années, on parlait que le plein emploi, c'était à 4 %. Là. On est en dessous de ça. Là, on est à 2,9 %. Donc, ce que les gouvernements vont faire, ça va être d'aider les entreprises qui sont déjà en action pour être en mesure de s'automatiser, innover, s'assurer qu'ils répondent aux besoins de leur main-d'œuvre, s'adapter justement s'ils ont besoin d'adapter des postes ou des choses comme ça. Mais des subventions pour du démarrage d'entreprise, il n'y en a plus tellement. Plus tellement. Presque. Parce que, justement, ils vont toujours aller, c'est quoi la problématique actuelle? Dans quoi on devrait investir pour que notre économie continue à rouler? Mais dans le fond, c'est pour on va investir dans les entreprises déjà existantes. Là. Donc, puis s'ils ont des projets qui vont toucher l'environnement, qui vont toucher l'économie circulaire, le développement durable, ça, c'est beaucoup des endroits, puis de l'innovation. C'est beaucoup là que les gouvernements vont présentement donner des subventions ou des aides là, financières pour avancer. Ou des usines à batterie. Oui. Je pense que tu as raison. Excuse-moi, je reviens à ce que tu disais tantôt. Je pense que tu as raison parce que je pense que c'est il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais de la misère. J'étais rendu à 49 ans. J'avais de la misère à me trouver de l'ouvrage. À un moment donné, là, je me suis trouvé de quoi, pas payant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais pas de misère. C'est vrai que ça a changé en 10 ans. Ça l'a changé, Mais tu sais, on a une autre problématique en région, c'est l'exode des jeunes. Tu sais, tantôt, tu parlais de... y a pas de... On ne crée pas de nouvelles main-d'œuvre, mais la nouvelle, c'est la nouvelle génération. Mais elle, j'en ai fait partie. Elle Moi quitte. aussi. Toi Moi aussi. aussi. Donc, toi aussi, je pense. Hein? Oui. Donc, on quitte la région pour aller plus vers les grands centres.
plus d'opportunités, tout ça. Comment est-ce que vous voyez ça, là? Bien, en par fait, rapport à on ça? travaille beaucoup, là, justement, la démarche des FIRH, sur quoi? On a travaillé beaucoup sur la sensibilisation parce qu'on s'entend, c'est une entente avec le ministère de l'Immigration que l'on a. Donc, financièrement, c'est les sous qui proviennent du ministère. Donc, on a travaillé beaucoup sur la sensibilisation des personnes immigrantes, l'accueil, l'intégration, mais on ne s'est pas arrêté à ça. On a dit, bien, il faut penser à notre population aussi, les gens qui sont d'ici ou du Québec, les natifs du Québec, qui aimeraient venir travailler en région également. Oui. Fait qu'on essaie de sensibiliser, bien sûr, pour s'assurer que nos personnes immigrantes qui arrivent ici sont bien accueillies puis se sentent chez eux. Parce Ouais. que l'idée de la rétention, c'est ça. Ouais. Mais on s'est axé aussi sur les jeunes. Dans le fond, Ouais. le mouvement Relève Amos Région, le MRAR, sont ici depuis plusieurs années et travaillent depuis longtemps sur ce phénomène-là de l'exode. Les cégeps, les universités travaillent beaucoup là-dessus parce qu'ils développent leurs programmes. Moi, je me souviens, quand j'étais au cégep, ben c'était pas super intéressant de rester en région nécessairement. Les grands centres étaient attirants, Oui. puis je voulais sortir aussi de la région. On voulait aller voir ailleurs ce qui Ouais. existe. Hein? Ouais. Parce qu'on On est est dans notre curieux. petit patelin, on est curieux d'aller ailleurs, Ouais. on veut se séparer de nos parents comme il faut. Puis c'est la même chose. J'ai une ado chez moi, puis c'est l'idée qu'elle a aussi de dire ben, j'ai le goût de m'en aller pour trouver son autonomie, puis sa façon d'avancer Ouais. dans la vie. Ouais. Puis pourtant, présentement, moi, je regarde des programmes à notre cégep, à notre université, puis c'est super intéressant. Là. On a des belles techniques, on a beaucoup de développement qui a eu lieu. Ça fait un peu Une rétention. une il rétention, reste- ça a été travaillé. Le MRAR travaille avec les jeunes pour leur dire qu'est-ce qui est le fun chez nous, qu'est-ce que tu trouves pas dans les grands centres, tu peux quand même te débrouiller. Si tu as besoin d'aller voir un gros spectacle, ben il n'y a rien là, on peut y aller quand même. Là. Tu pars une fin de semaine, tu vas voir un spectacle à Montréal, puis tu reviens. Mais tu es chez toi, puis quand tu es chez toi, ben, tu es à 5 minutes d'aller faire du sport, tu es à 5 minutes d'aller dans un cours d'eau, à ton chalet, peu importe, tu es très proche, tu as une proximité, puis tu n'as pas de trafic comme il existe dans le coin de Montréal. Non. Non. Mais ces jeunes-là ont besoin d'aller découvrir. Oui, absolument. Puis, tu sais, en même temps, moi, je pense avec mes parents, j'avais été à Montréal une fois ou deux dans ma jeunesse, mais j'avais jamais sorti, j'avais jamais été en voyage. Ouais. Tu sais, les enfants d'aujourd'hui voyagent avec les parents, ils ont 16 ans, puis Ils ils ont voient 10 beaucoup de voyages de choses fête. aujourd'hui. Oui. Oui. Fait qu'ils ont le goût d'aller encore découvrir. On leur donne ce goût-là. Ouais. Fait que je pense que il y a un exode, mais ils savent qu'ils sont bien. C'est juste qu'ils ont besoin d'aller découvrir ailleurs. Ce qu'il ne faut pas lâcher, c'est de leur dire, ben De revenir. revenez. Vous voulez aller étudier ailleurs, pas de problème. Peut-être votre technique ne se donne pas ici, mais c'est important, ou votre bac, ou peu importe, mais c'est important de revenir, de Ouais. venir. Ouais. Est-ce qu'on a des statistiques qui démontrent, tu sais, une sorte, bon, on va parler de dans mon temps, hein? Ouais. Les années fin 80, Ouais. où il y avait, je ne sais pas c'était quoi les statistiques, mais on était beaucoup qui sortaient de la polyvalente, qui allaient au cégep, mais pas ici en Abitibi, qui s'en allaient à l'extérieur, mais on ne revenait pas. Non, c'est vrai. Tu sais, parce qu'on ne voyait pas d'opportunités en région. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'opportunités en Mais y en région. a-tu encore aujourd'hui? Y en a-tu? Là, c'est Ben ce que je veux oui. savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, Moi, je pense que oui, parce que moi, j'ai fini mon secondaire en 2000, là, puis, tu sais, encore là, c'était pas... t'avais pas beaucoup de choix, là. C'est soit que t'allais au polymétier faire ton cours de secrétariat ou quand t'étais une fille, puis... Ouais. tu sais, il n'y avait pas grand choix. Tu sais, le cégep, ben, tu étais infirmière ou enseignante, là. Il n'y avait pas beaucoup de choix où tu allais travailler dans les mines, tu faisais ton cours de mine. Tu sais, mais là, maintenant... Il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités, autant aux professionnels qu'aux collégiales. Les cours universitaires aussi, tu sais, on a vraiment, tu sais, ceux qui veulent poursuivre à l'université, par exemple en forêt, c'est très spécialisé. On est comme reconnu mondialement. Puis il y a beaucoup de secteurs comme ça à l'université et au cégep qu'on est reconnu mondialement pour ce qui se fait là. Fait que je pense que les jeunes, ils ont beaucoup plus de possibilités, là. Tu sais, par exemple, ma fille vient de s'inscrire en technologie d'architecture, qui est un nouveau programme à Rouyn-Noranda. C'est super intéressant, là. Tu sais, ça se faisait pas ici avant, là. Fait que... fait que c'est nous autres qui n'étaient pas chanceux. Ben non, Oui, mais c'est parce oui, que on était pas chanceux. ça reste que même encore aujourd'hui, je trouve qu'on est encore forêt-mine. Oui. Tu sais, je trouve... Mais c'est normal. C'est normal. C'est ça là, qui nous a peut-être manqué dans notre... Ben,
c'est normal. Non! Ben, en fait, c'est les deux grandes parties avec l'agriculture. C'est les trois grands secteurs de, Ouais, de notre région. Ils ont décollé, c'est pareil comme n'importe quel Oui. endroit. Mais tout autour, il y a plein d'entreprises. Tu sais, je veux dire, tout s'est développé autour de ces trois secteurs-là. Mais maintenant, on est bien... faut faire connaître aussi la région parce que on est quand même bien positionné. On a des centres hospitaliers qui sont quand même assez intéressants avec des spécialités intéressantes. Il faut garder nos médecins, ça c'est une chose. Ah, c'est un autre sujet. Il faut garder nos spécialistes. Donc, il faut faire de l'attraction, il faut faire de la rétention avec les gens qui sont déjà ici. Donc, il faut être capable d'offrir des services. J'ai déjà entendu, à un moment donné, là, il y a eu les restaurants qui ont commencé à fermer les matins et tout ça. Il y avait une entreprise qui avait engagé un ingénieur et lui, avec la routine avec sa conjointe, c'est les dimanches matins, elle allait bruncher. Ben, ils se sont rivés à 2 restaurants fermés et madame a dit non, il n'est pas question que je change mes habitudes, on repart chez nous. Même chez eux, c'était dans les grandes villes, là, c'était pas en Abitibi. Donc, ça a un impact. Fait que le manque de main-d'œuvre, que ce soit dans n'importe quel secteur, si on veut rester attractif, il faut que nos services soient attractifs. Oui. On n'a pas parlé de logement, on n'a pas parlé de garderie. Non. On veut être attractif, mais en même temps, on a de la difficulté. Moi, il y a des crises aussi là, qui sont à gérer. Là. Tout à fait. Mais tu sais, je comprends ce que tu dis parce que je le vis venant d'un grand centre, arrivé ici. Moi, tu sais, quand tu arrives d'un grand centre, tu es habitué, tu as des habitudes de vie où tu as des services beaucoup plus grands déployés avec toutes sortes d'idées puis toutes sortes de trucs, tu sais. Et vu que moi, je suis plus végane, donc j'allais vers un côté de restauration végane, plus santé, pas de fast-food et tout ça. Tu arrives en région, c'est des fast-food partout. Là, tu veux bien manger, là, tu deviens... un peu tanné de ça. Je parle de mon cas, tu sais. Mais quelqu'un qui arrive d'un grand centre, moi, j'arriverais c'est comme comme ça. ça. Toute végane, je virais faux. Non, mais je parle pas de toute végane, mais tu sais qu'il y a au moins une place qui est comme ça. Ouais. La même chose au niveau des supermarchés. On dirait qu'on a de moindre qualité en région. Quand tu es dans un grand centre, ben tu as des supermarchés qui sont biologiques, de très belle qualité au niveau des légumes, des fruits, de viande, etc. Puis ça arrive ici, c'est comme de moindre qualité. On dirait qu'on passe un peu, on dirait qu'on est à Cuba. À Cuba, où ce que... on est là, OK, on va retrouver. Elle vient de... tu sais. Ben, en fait, pour les légumes, c'est sûr que les produits maraîchers, on a quand même nos marchés publics là, tout l'été. Je pense que... Puis, si je pense aux IGA qui ont fait intégrer justement beaucoup de produits locaux, ça, c'est super intéressant. Tu parles de vegan, mais on parle aussi de nos personnes immigrantes là, quand ils arrivent et qui n'ont pas leurs produits. Exact. Donc, ça, les épiceries ont commencé à développer des petites sections un petit peu plus spécialisées, mais il faut se tourner aussi vers ça. Oui. Moi, je me souviens là, c'est quoi la maladie, là? Bon, je l'oublie, là, mais... gluten. Le gluten, oui. J'en fais partie. C'était loin, là, mais disons, voilà 5 ans, là, les gens qui ont une intolérance au gluten, j'en fais partie. Je cherche mes mots. Bon, mais c'était pas facile, là, parce qu'il n'y avait pas de produits. Aujourd'hui, il y a plein de produits identifiés sans gluten. Peut-être qu'ils l'étaient déjà avant, mais on le savait juste pas. Mais il n'y en avait pas gros. Il n'y en avait pas beaucoup. Fait que là, ça se développe. Moi, je vois la section là, de produits internationaux là, qui se développe un petit peu. Mais c'est sûr que, encore là, notre population, la majorité... Mais c'est ça, on va au généraliste. Puis, tu sais, moi, j'avais déjà parlé avec un restaurateur et j'étais dans le grand centre. On parlait sur Internet dans un forum, puis le restaurateur mentionnait, écoute, je veux bien te servir avec le côté plus vegan, plus santé, tout ça, mais c'est pas rentable. Ben non. C'est pas rentable parce qu'il n'y a pas assez de monde. C'est faire venir une racine de tel pays, puis tout ça. Mais j'en demande pas tant.
pour Mme Guylaine, là, puis J'en demande pas tant quand même, là. il y a juste Mme Guylaine qui en mange dans la région, là. Je suis pas sûr que ça soit rentable. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que il y a ce côté-là. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on... Écoute, ça va vite. Hein? J'ai même pas posé la première question. Vas-y, Guylaine, vas-y. Imagine. Je m'en allais en poser d'autres. Mais pourquoi, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'on savait que le vieillissement était là. On savait que les gens, la démographie était beaucoup moindre, hein, qu'il se faisait moins d'enfants, de moins en moins, de génération en génération. On part de 20, on est rendu à 10, on est rendu à 5, 3, 2, 1 à ça, puis des fois même 0. Alors, on savait ça. Oui. Ben oui. Donc, pourquoi que on n'a pas Était proactif. anticipé, exactement, Ben, en proactif à ça? Moi, je me mets à la place d'un entrepreneur. On a des problématiques couramment, à tous les jours, il faut régler des solutions. Et ça, c'était dans 10 ans. On ne le vivait pas encore. On ne le ressentait pas encore. On n'avait pas besoin de réduire nos opérations. On n'avait pas besoin de fermer des journées. On ne manquait pas encore de main-d'œuvre. Fait qu'on le savait, c'était plus tard. Mais plus tard, tant aussi longtemps qu'on ne le vit pas, c'est naturel, là. C'est dans l'humain. On règle les problématiques qui sont devant nous. Puis ceux qui sont dans 10 ans, ben, on verra rendu là. C'est un peu ça. Fait que moi, je pense que oui, on le savait. Donc, anticiper, on savait que ça s'en venait. Mais tant qu'on n'avait pas besoin de le vivre, ben, on n'avait pas de solution à mettre en place, là. Puis aussi, il y avait une certaine époque, moi je me rappelle, il y avait un monsieur, écoute, qui venait réparer ma fenêtre. Puis il dit, j'ai pas de relève. J'ai dit, je suis à la retraite depuis 4 ans, mais j'ai pas de relève. Mais tu n'as jamais formé de relève. Ouais, ça Ça, aussi. c'est une des affaires. Ça aussi. Tu sais, à un moment donné, il y a un camionneur qui faisait une run, et puis il dit, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, je donne ma démission dans un mois, mais ils m'ont même pas envoyé un gars pour le former, rien. Fait qu'il manque de ci, il manque de ça. Mais aussi, la question moi, je me posais. La question qui tue? Ouais, non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça, j'espère. Mais on se tire pas d'impact un peu chaque ville? Dans le sens qu'un exemple, je veux dire, moi, j'ai cette impression-là. Je veux dire, on fait beaucoup de choses. Un exemple, Amos fait de l'attractivité, Rouen fait de l'attractivité. Bon, on va chercher les autres dans chaque ville. Moi, j'ai cette impression. Ah oui. Tu déplaces la population. T'es fait quitter leur job pour s'en venir ici, c'est ça que tu veux C'est dire? un peu, tu sais, tu fais quitter une personne d'Amos Ouais. pour aller vivre à Rouen, une personne, Ouais. tu sais, moi, je vois beaucoup ça. Ouais. Moi, je le vois de l'autre côté, c'est que les employés, les gens qui veulent travailler ont beaucoup d'opportunités. Puis ils font le choix de où ils veulent vivre. Moi, je me souviens quand je suis sortie de l'université, là, je ne suis pas revenue en région parce que j'aurais pas eu un emploi intéressant, même avec mon bac en administration. Je suis restée dans le coin de Montréal. J'ai travaillé là une dizaine d'années avant de revenir. Puis je suis revenue parce que j'avais le goût d'être proche de ma famille. J'avais eu ma fille. Il y avait un événement qui a fait que je voulais revenir. Puis mon conjoint était d'ici aussi. Fait que ça a été facilitant. Mais où je m'en allais avec ça, les employés ont des opportunités. Fait que même si on ne donnerait pas l'ouverture de dire « viens travailler chez nous » ou « viens t'installer chez nous », ils iraient quand même parce que c'est plus l'emploi. Parce que les entrevues aujourd'hui là, dans une entreprise, c'est tu te vends toi ton entreprise pour dire « viens travailler chez nous ». C'est plus l'employé qui doit se vendre. Mais Oui. ça, c'est normal. Ouais. Moi, je pense que c'est comme ça que ça devrait être toujours. Là. Mais là, c'est rendu que c'est plus juste, il ne vend pas juste son entreprise, il faut qu'il vende l'entourage. Hey, regarde, un restaurant là, t'as ci là, t'as un théâtre là. Oui, Il y a ça On aussi. est dans la Ouais. merde sanitaire, là. Oui, Suzée, ça écoute. Là. Non, mais ce que je veux dire, on n'a pas de... Chaufferette, là. La chaufferette est partie. Mais c'est parce qu'on n'a pas de cégep, on n'a pas... Donc, nous autres, une personne qui a 17 ans, quitte Santerre, majorité du temps, s'ils reviennent en région, c'est pas à Santerre. Alors, on parle des petites places comme Santerre, il y a Barrault qui ont le même problème, il y a les petits villages. Donc, les gagnants, c'est Val-d'Or, Rouen et Amos. Oui. Mais dis-toi que Santerre commence à prendre de plus en plus d'attractivité parce que je connais de plus en plus de gens qui partent de Montréal et Québec pour aller vivre à Santerre à cause de la paix. Oui, ça, il y a ça. La paix. Ça, par exemple, ça, je suis d'accord. C'est ce que j'ai Ça, entendu, là, moi. C'est pour ça qu'au début, à un moment donné, je me dis, un moment donné, je prends ma retraite. Aujourd'hui, je regarde ça. Je pense que moi, je vais rester là. Mais il y a des belles pourvoiries à Santerre. Oui, il y a la là, pourvoirie c'est- du oui, lac mais c'est- Forion, mais- c'est vraiment beau. Moi. Mais c'est des visites, c'est juste des...
Ouais, c'est vrai. c'est Ça comme reste ça pas. que tu tombes en amour avec une place. Là. Ouais. Tu sais. Ben, c'est vrai, parce que c'est une autre population. C'est niaiseux à dire ce que je veux dire là, mais tu as au-dessus de 2500 personnes qui ont des camps de chasse, des chalets dans le coin de Sainte-Terre. Alors, Ouais. ça, c'est autre chose, ouais. C'est ça. Mais la qualité de vie, c'est un des éléments. Mais il faut, souvent, le premier objectif quand tu vas déménager, soit en région ou dans une autre ville, c'est pour le travail. Après, tu regardes la qualité de vie. Ensuite, tu vas regarder toutes les commodités qu'il y a C'est autour. vrai. Ouais. Quand on regarde ça, Mais c'est vraiment le travail qui va faire que tu te déplaces à un endroit. Fait que si on est capable d'offrir des emplois de qualité intéressantes, pourquoi pas aller chercher les gens? Il y a plein de monde là, à Montréal qui sont dans des emplois qui répondent pas à leurs compétences. Pourquoi pas aller les chercher puis les faire travailler chez nous? Tu sais, dans le fond, la MRC, on travaille sur la MRC d'Abitibi travaille sur de l'attractivité, mais on pense pas qu'on va y aller de façon mondiale. On va rester au Québec, mais peut-être dans des villes où le taux de chômage, Montréal, le taux de chômage est à 7,8 là. Nous, on est à 2,9 Donc, pourquoi pas aller en chercher des gens qui ont des compétences, qui travaillent peut-être pas dans des postes comme ils devraient. Oui, c'est vrai, vu comme ça, oui. Ouais. On n'avait pas pensé à ça, hein? Mais je pense que ça se fait déjà. Là. Les employeurs, ils vont justement... De les plus en foires de plus, l'emploi, oui, puis- il y a des salons de l'emploi, Ouais. de venir travailler en région, mais il faut continuer à travailler sur l'attractivité. D'ailleurs, il y a à Rouen, régionalement, on a l'agence d'attractivité qui s'occupe de tout le déploiement régional de l'attraction. Puis chaque MRC a son propre plan. C'est sûr qu'il faut faire de notre côté des choses parce que, justement, on ne veut pas, dans la MRC d'Abitibi, on ne veut pas que tout le monde aille à Val-d'Or ou à Rouen. Ouais. On veut qu'ils viennent un peu chez nous aussi. On est à Val-d'Or. Ah, Rouen. Mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est de les attirer, mais est-ce qu'ils vont avoir un endroit où habiter? Tu sais, moi, je Ça, c'est un connais... autre problème. Ouais, ça, c'est un Mais ça, autre toute la problème. région, on a cette problématique-là au niveau Ouais. de l'habitation. Puis de faire venir des familles, c'est difficile parce qu'en garderie, il n'y en a pas de place. Non. Donc, on a travaillé, la MRC d'Abitibi, justement, là, je me souviens pas, je pense que c'était en septembre, on a lancé un nouveau programme pour... le gouvernement a mis en place un nouveau programme pour des garderies en communauté qui appellent. Donc, c'est 2 représentantes en service de garde qui peuvent se regrouper dans un local qui n'est pas chez eux. C'est comme les garderies en milieu familial, mais là, ils prennent un local ailleurs qui est développé pour qu'ils puissent avoir 6 enfants chacun. Donc, ça vient ouvrir des portes. Parce qu'il y a des gens OK. qui, en service milieu familial, ben, sont rendus un peu fatigués de faire ça à la maison. Ou le conjoint, s'il part du 7-7, le 7 jours qui Ouais. n'est pas là, mais le 7 jours qui revient, il Ça y trouve ça tente un peu pas, là. dérangeant, ça Ouais. ne tente pas. Fait que, on a des représentantes en service de garde qui, là, sont comme un peu poignées de dire, ben, je peux plus le faire à la maison ou j'ai plus le goût de le faire parce qu'à tous les soirs, il faut que je ramasse ma maison, les jouets, tout ça. Ben, si je le ferais dans un local. Fait que ça, il y a ce programme-là qui a été lancé par le gouvernement. Nous, on a fait un incitatif monétaire de plus pour la rénovation d'un local. Donc, si, par exemple, une MRC, une municipalité a un local, je ne sais pas moi, sous-sol de l'église, qui pourrait adapter puis qui serait accepté par les centres de la petite enfance, bien, à ce moment-là, il pourrait peut-être avoir une représentante qui aille là faire un service de garde. Donc, on a développé un peu ce programme-là pour faire connaître le programme du gouvernement, mais aussi pour donner des incitatifs monétaires pour encourager les gens à se démarrer. Là. Mais est-ce que ça pourrait être aussi une solution également d'avoir ces genres de services de garde-là, mais en entreprise? Tu sais, que l'entreprise puisse développer, elle sait que... Ouais, dans le sol de la mine, là, avec des... Non, mais tu sais, tu sais, Mais ce programme-là le permet. il Donc, le permet, oui, OK. Oui. Le CISAP, d'ailleurs, a un local qui est en train de développer pour amener... mais le problème, c'est de trouver la représentante en service Oui, de garde. c'est ça, c'est Mais ça. ils sont en train d'aménager un local pour avoir la possibilité de 1 ou 2 représentantes en service de garde. Il y a d'autres entreprises qui sont en train de regarder les possibilités aussi. Et effectivement, ce programme-là le permet, ce qu'il ne permettait pas avant. Parce que, tu sais, si tu développes une entreprise où tu es en pleine croissance puis que tu sais que tu as tant de femmes qui travaillent au sein de l'entreprise, ben tu peux l'aider en aménageant une pièce qui va servir à À la garderie. à la Il y a des garderie, règles, il y a là. des choses. Oui, Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait de la rétention de main-d'œuvre parce qu'on sait que des garderies, il n'y en a pas beaucoup. Ben, Donc, c'est ça. moi, je suis au travail, j'ai une garderie à mon milieu de travail. Est-ce que je vais vouloir avoir le goût de travailler ailleurs, sachant qu'il va falloir que je me trouve une garderie? Ça peut faire un niveau Ça de peut faire une rétention de main-d'œuvre. différence parce que c'est ce que j'ai vécu, moi, à Montréal, quand j'ai eu mon 2e. Ben, la garderie était dans mon milieu de travail. Puis, sur mon heure de dîner, ben, j'allais voir mon enfant. Puis, tu sais,
ça faisait moins long dans sa journée d'être à la garderie, tu sais. Puis moi aussi, ben, tu sais, au moins, je pouvais voir, OK, il est correct. Puis le gros impact du manque de garderie, de place en garderie, fait que des employés qui seraient aptes à travailler ne puissent pas retourner au travail parce qu'ils doivent être à la maison avec leurs enfants. Oui. Donc, que ce soit la femme ou le conjoint. Oui, j'ai de la misère avec ça. C'est comme si c'était un fléau d'être à la maison avec son enfant. Non, c'est pas un fléau. Sauf que si la femme veut retourner au travail ou l'homme, parce que ça peut être un des deux, il n'y a pas l'opportunité parce qu'il n'y a pas de place. Ce que je trouve plate, ben, avec l'inflation, tu n'es plus capable. Puis tout, c'est ça, je trouve C'est plate. difficile aussi. Donc, la mère ou le père, mais dans la majorité du temps, on s'entend, c'est des femmes qui voudraient rester à la maison avec les enfants, n'ont pas les moyens de le faire. C'est une chose que je trouve ça triste. C'est ça. Autre chose, je me demandais, là, j'essaie de faire de l'ordre dans mes idées, parce que ça marche pas. Mais je me demandais, moi, y a-tu plus de travail qu'il y en avait avant ou où il y a moins de gens dans la région? Je ne penserais pas qu'il y a moins de gens dans la région. Si on regarde, là, je ne me souviens pas des chiffres, mais au niveau de... Ils appellent ça, je ne me souviens pas du terme, là, mais le taux de on va dire le taux de rotation. Là, il y en a autant qui partent, qui reviennent, qui viennent, qui rentrent. Okay. Ouais. Donc, on a un niveau stable quand même, là, des fois un petit peu négatif, un petit peu positif, là, mais régionalement, on est assez stable. Donc, les employés qui manquent, c'est au niveau de développement qui est en train de se faire. Bien, soit du développement économique ou soit que le remplacement des départs à la retraite n'est pas suffisant. Là. C'est beaucoup là, au niveau démographique. C'est vraiment une grosse problématique, c'est là qui se passe. Et pourquoi le taux de recrutement à l'international augmente? C'est pour ça, c'est qu'on ne crée pas de nouveaux enfants, donc à ce moment-là, il faut aller chercher des gens ailleurs. Et le taux de recrutement international a augmenté depuis les dernières années. Sauf que le taux de recrutement international, les gens qui viennent en région, j'ai pas la statistique à jour parce qu'il n'a pas été remis à jour, mais c'était 1 qui venait s'installer sur la totalité. C'est seulement 1 Puis, au niveau de rétention, autant de gens qui viennent repartent. C'est toujours à peu près le même nombre de personnes immigrantes qu'on a en région. Là, dans les 2 dernières années, on voit des nouveaux visages, on voit de la nouvelle couleur. Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est le fun. On crée de l'ouverture, on crée de la pas de la différence, mais de la diversité. C'est ce que je cherchais. Puis, est-ce que là, au niveau statistique, on va voir une augmentation? Peut-être. Mais là, on ne les a pas encore, ces données-là. Ça, c'est vrai parce que nous autres, moi, je veux dire rien qu'à Santerre, écoute, on est habitués, nous autres, de voir strictement des Autochtones et des Blancs. Là, aujourd'hui, tu as des Philippins, tu as des Tunisiens. Une diversité culturelle. C'est comme, ça fait bizarre. Là. Oui. Oh, c'est le fun. Ben oui. Mais ça fait bizarre. Excuse-moi. C'est ça. Ça fait bizarre, mais ça fait différent. Ça fait différent de ce que j'ai connu. Oui, c'est ça. Un autre point que j'aimerais apporter, dernièrement, dans l'actualité nationale, il y a un homme retraité qui disait « Je suis bien prête à retourner sur le marché du travail, cependant qu'on arrête de me couper ma pension pour aller travailler. » Ça, c'est un autre fléau, ça. On pourrait avoir de la main-d'œuvre d'un côté, avec de l'expérience et des connaissances à pouvoir apporter en entreprise, mais le gouvernement, il coupe, là. En fait, il y a un crédit d'impôt. Là, je me souviens plus de quel montant il est rendu, mais effectivement, c'est pas un gros montant. Puis oui, là, c'est un débat politique. Là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais effectivement, il pourrait avoir des mesures que le gouvernement mette en place pour être en mesure d'assouplir cette façon de faire, là, que les gens, ils vont travailler quelques heures, mais c'est pour aller chercher des sous supplémentaires. C'est ça, exactement. Ouais. Mais également, ils viennent aider dans la société. Tout à fait. Ils viennent aider à faire en sorte à l'entreprise. Tu sais, des fois, là, une entreprise nouvelle là, qui se développe et puis qui sont jeunes, des jeunes à la tête, ils ont le manque, ils ont peut-être des connaissances, mais ils ont un manque d'expérience, de croissance d'entreprise et tout ça. Mais si tu vas chercher de la main-d'œuvre qualifiée, avec connaissance et expérience, oui, mais même des dépanneurs, des affaires de même, quelqu'un arrive à 65 ans et dit « Moi, je serais prêt à venir te faire 2 jours semaine. » Il est-tu coupé? C'est ça? Je ne sais pas. Ça dépend du montant qu'il gagne. C'est Parce ça. que le crédit d'impôt...
dans le temps, c'était 2000, c'est peut-être augmenté, là, mais le premier 2000 n'était pas, imposable. touchait pas à la rente ou quoi que ce soit. Mais dès que ça dépassait ce montant-là par année, ben ça venait déjà enlever un montant. Là. Mais ça, je connais pas les nouvelles règles, là, mais je sais qu'il y a eu de l'assouplissement, mais ça en prendrait effectivement un peu davantage. Là. C'est ça parce que on s'entend que la population est vieillissante, mais ça veut pas dire que la population n'est pas en santé. Elle est maganée. C'est ça. Elle peut être encore apte à travailler, donner des bonnes heures, même s'ils ne veulent pas le faire à temps plein. C'est ça, exactement. On prend toutes les heures. J'ai l'impression que le départ à la retraite aussi va être de plus en plus retardé par les gens parce que ça coûte de plus en plus cher de partir à la retraite. Il évaluait je pense que c'est au Québec, ça va prendre... c'est pas fou ce que tu dis. Pour ma génération, là, ça va prendre 2,7 millions pour vivre confortablement ta retraite. Non, mais ça n'a aucun sens. Fait que j'ai comme l'impression que des jeunes retraités, il va en avoir de moins en moins. Mais tu sais, ça c'est un autre problème. Tu sais, la liberté 55 dans le temps, là. Ça existait du... Ouais. C'est utopique. C'est ça le mot? Oui, c'est ça, c'était utopique. Il nous faisait rêver. J'ai vu ça. Il y a bien des métiers qui, à 55 ans, prennent leur retraite. Oui, ça, c'était dans le temps. Non. Aujourd'hui? Oui. Ouais. Il va falloir être un YouTuber. Il va falloir devenir des YouTubers, là, puis gagner. Tu sais? Moi, j'ai regardé toute la gang prendre leur retraite à 55 ans. Je me dis, je suis en ai pour un bout encore. Moi, j'ai pris des notes tantôt, là. Vas-y avec ta deuxième question. Oui. Je parlais de ça justement dans une entrevue hier avec le Centre de services scolaires Arcana. Et je vais te poser la question, mais je vais vous poser également la question. Bon, tantôt, tu disais, ici, en la région, c'est beaucoup industrie minière, industrie forestière. Cependant, il y a quand même des petites entreprises, de petites et moyennes entreprises également. Les salaires sont moindres aussi, veut pas. Hein? C'est là où on voit qu'en région, on a un grand écart. On a les riches puis les pauvres. Industrie minière, ils gagnent quand même assez cher. Forestière aussi, mais si tu t'en vas dans la petite entreprise, elle n'aura peut-être pas les moyens de te payer autant qu'eux autres. Là, tu es à l'école, puis, tu sais, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as plein d'idées, tu ne sais pas trop où t'en aller. Tu vas peut-être aller sur le marché du travail un bout de temps, tu vas peut-être retourner aux études parce que tu décides de vouloir aller dans un certain métier. Dans notre temps, à nous, il y avait de la contingence. Il y avait, si tu voulais aller dans une certaine profession, tu ne pouvais pas y aller parce que le gouvernement il a dit, il y a un ratio de temps qu'on prend à l'université, puis tu ne peux pas aller là. Est-ce que aujourd'hui, là, avec toutes les opportunités qui se passent en région, est-ce qu'on bloque à ce point-là aussi les gens de se déployer au niveau d'aller chercher de la connaissance, des compétences dans différentes affaires, ou on exige que, OK, en région, là, ça me prend, il y a tant de monde qui s'en va dans cette industrie-là, tant de monde dans cette industrie-là et tout ça, fait que tu peux pas rien faire d'autre que de rêver puis de pas faire ce que tu aimerais faire. C'est sûr qu'il existe encore tout ce qui est cote R, donc tout ce qui est d'avoir des notes pour atteindre à certains niveaux. Ça existe aussi pour s'assurer que les gens qui vont aller dans un certain programme ont la capacité d'y aller. Parce que c'est pas vrai qu'on a toute la même capacité d'apprentissage. Fait que je pense que ces règles-là sont là un peu pour ça. Mais il y a aussi le fait qu'en enseignement, il en manque de la main-d'œuvre aussi. Donc, si mon ratio est de 30 étudiants en médecine, par exemple, pour telle université, ben c'est parce qu'ils ont le professeur pour ces 30 étudiants-là. Ils n'en ont pas plus nécessairement. Fait que je pense que là, on a aussi une limite par rapport au manque de main-d'œuvre. Les gouvernements ont assoupli, mais il y a encore certaines choses, mais il y a encore, oui, des ratios qui doivent être respectés. Puis il faut qu'il y ait des minimums de notes qui soient obtenus pour certains domaines. Parce que, bon, on veut que notre médecin soit compétent, qu'il ait été capable d'apprendre ce qu'il a à faire, hein, on s'entend. Donc, c'est un des métiers... soudeur, puis je vais devenir médecin, mais...
Bravo, là. Ben, c'est pas le même type de personne habituellement. T'sais, on a quelqu'un qui est très manuel, puis quelqu'un C'est qui ça. est très intellectuel, si on Ouais. veut, par rapport. Fait que c'est cette capacité-là d'apprentissage qui fait de décider où on va aller, puis qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, puis qu'est-ce qu'on a le goût de faire aussi. Parce qu'avant, on se disait, ben moi, je me souviens, il fallait que j'aille à l'université. Qu'est-ce que j'allais faire à l'université, je ne sais pas. Mais si je n'allais pas à l'université, je n'allais pas en avoir une job. Aujourd'hui, ils ont développé tellement de techniques, tellement de programmes, justement pour faciliter l'intégration. Il n'y a rien qui nous empêche de faire un programme, aller entrer dans le marché du travail, continuer à se former, puis finalement l'avoir mon bac en bout de ligne ou toute autre formation qui va être précise à mon travail. Donc, ça s'est développé beaucoup. Je pense juste à la technique de pharmacie qui existe à Amos depuis l'année passée. Cette technique-là, elle est nouvelle. Elle n'existait pas avant. Pour être pharmacien, il fallait absolument que tu ailles à l'université. Maintenant, tu n'es pas pharmacien quand tu as une technique, mais tu as quand même une notion à laquelle tu vas pouvoir faire beaucoup de tâches qui ressemblent à celles d'un pharmacien. Là. Donc, ceux qui n'ont peut-être pas les notes ou les compétences pour dire, ben je vais devenir un pharmacien, ben, j'ai peut-être la possibilité d'aller au moins dans ce domaine-là qui m'attire ou que j'ai le goût de faire. Fait que c'est ça qui a été développé, en fait. C'est d'autres programmes ou d'autres techniques pour venir appuyer les postes qu'on n'est pas capable d'aller chercher parce qu'on n'a pas nécessairement les compétences d'apprentissage pour aller les faire. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Non, mais c'est parce que ça, c'est un autre sujet qu'éventuellement, il va falloir regarder. C'est justement au niveau de la scolarité, au niveau de l'orientation scolaire dès le primaire. Tu sais, je veux dire... Hey, laisse-les donc être un enfant. Non, mais c'est justement... c'est justement, je me demande, ça, je pense que ça a peut-être été la cause d'un des problèmes majeurs. C'est déjà là. J'ai vu, moi, qu'il y avait des principes d'école alternative, des choses du genre. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus débrouillard que les jeunes le sont. Tu veux dire l'école alternative versus l'école... Oui. Ben, ça sera un autre débat? Ben, c'est pour ça que je me dis, on se lancera dans un autre débat. Oh, pas un autre débat, là. Mais ce que je dis, c'est que ça pourrait éventuellement amener à des meilleures compétences. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on voit, est-ce que ça pourrait les aider à les aiguiller un peu plus quand ils sont rendus au Ben oui, secondaire les aiguiller pour davantage choisir en un région. emploi? Parce que, je veux dire, souvent, mettons, si tu veux faire tel métier, tu es rendu à 17 ans, tu fais 2 ans de cégep, puis tout avant même de toucher ton métier. Tu es rendu à 18, 19 ans, tu touches ton métier. Tu sais, si on peut regarder davantage... Ah, Barouette, tu veux aller habiter en Chine et les faire travailler à 5 ans? Moi, non, c'est pas ça. Juste le fait... Elle commence déjà à dire que la main-d'œuvre devenait de l'enfance, là. Ben, tu sais, si Tu vas te faire mitrailler, si là. le jeune a déjà au primaire une petite idée de comment c'est quoi la médecine, c'est quoi le... Ah, tu sais, je veux dire, sans que ça s'aille... Dans un jeu de rôle. quelque Hein? chose. En pièce de théâtre. Déjà, quand j'étais jeune, un exemple, moi, j'ai vu ça, j'ai des jeunes au secondaire. Écoute, ils faisaient déjà comme 2 choses politiques. Des débats Les politiques. débats, Ah oui, des les débats puis politiques, tout ça, ouais. tu sais, ça stimulait un peu. Tu sais, j'en ai vu là-dedans qui ont vraiment... ce que je veux dire, c'est juste stimuler plus davantage nos jeunes à certains métiers, peut-être que... Au lieu de... C'est pas bête. En tout cas, C'est pas bête. c'est C'est à cogiter. C'est à cogiter. Ça aiderait justement au problème de démographie. Démographie, non, mais manque d'emploi. Puis il manque de monde. Ben, manque de monde. Manque d'emploi. J'ai dit manque d'employeurs. Manque d'employés. Ah, là. Ah, j'ai perdu le contrôle. Là. Je vois ça, là, t'es parti, là. Nous, on va continuer sur la prochaine question. Les défis principaux maintenant, au niveau en région, là, toi, tu côtoies des entrepreneurs, des industries, etc. C'est quoi les défis que vous voyez le plus? Bien, le défi de la main-d'œuvre reste très grand. D'autres défis, c'est d'avoir les moyens de faire de l'innovation. Donc, parce que dans les dernières années, le manque de main-d'œuvre fait qu'on relâche un peu le nombre de contrats. On prend moins de travail, fait que moins de revenus. Donc, de dire, bien là, on va prendre des revenus pour investir. Ça peut être un peu plus difficile, mais il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on a besoin en innovation puis de voir s'il y a des aides financières qui peuvent nous aider. Ça, c'est les défis. C'est toujours un défi d'amener des nouveaux processus. Dans une entreprise,
de lever la main puis de dire, il faudrait revoir ce qu'on est en train de faire. Mais là, on fait ça depuis tout le temps. Oui, mais et pourquoi on ne ferait pas différemment? Pourquoi c'est plus rentable faire du 9 à 5, 40 heures semaine? Pourquoi on ne peut pas changer ce modèle d'affaires-là? Ce trait-là, ça commence à changer. Oui, ça commence à changer, mais c'est sûr que il n'y a pas juste... Moi, je pense qu'il n'y a pas juste... Oui, l'innovation, la technologie, c'est important de l'amener, mais je pense qu'il y a moyen aussi d'adapter le milieu de travail pour qu'il y ait besoin de moins d'employés, de faire le même travail avec moins d'employés. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de faire qui datent de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui est plus adaptée à notre façon de vivre. Puis, tu sais, les employés qui partent à la retraite aussi, ils ont occupé cet emploi-là pendant 35, 40 ans. Là, ils partent à la retraite après avoir occupé un poste pendant tout ce temps-là. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Là, les jeunes, ils ne veulent plus nécessairement occuper un poste pendant 30 ans. Là. Tout à fait. Fait que ça va changer beaucoup le monde du Mais travail. tu sais, c'est aussi peut-être que les entrepreneurs d'aujourd'hui doivent réfléchir à est-ce qu'on doit voir, parce que ça, c'est l'ancienne mentalité, là, de dire il faut absolument travailler 40 heures semaine. C'est une mentalité qui vient des baby boomers, ça. 40, 50 heures. Puis c'est pas assez, là. On en rajoute, là, tu sais. Mais c'est parce que plus que tu travailles, moins que tu es productif. Donc, si on établit plutôt sur l'objectif, l'objectif pour rentabiliser à moins d'heures, mais tu es plus efficace, puis que tu rends la marchandise, tu vas avoir besoin de moins d'employés à ce moment-là si tu établis ça sur une façon différente. T'en vois-tu de ça dans les entreprises, là, les entreprises que tu côtoies, que tu accompagnes? Est-ce qu'il y en a qui commencent à penser de cette façon-ci et non plus de penser comme les baby boomers pensaient, mais qu'aujourd'hui, on change la tactique on fait du 4 jours semaine ou on baisse le nombre d'heures travaillées dans une semaine pour être plus productif, plus efficace. On travaille plus sur les objectifs de l'entreprise pour la rentabilité, etc. C'est très courant. Ça se fait dans les entreprises déjà. Oui. Ils ont commencé. Il y en a que c'est comme moins possible, Okay. mais ceux qui ont l'opportunité de le faire le font. Là. On a vu des 5-4-4-5 ou des chiffres qui ont commencé à être différents. Puis des entreprises qui ne le feraient pas avant, c'était, comme tu disais, un 40 heures semaine ou des paliers d'horaire, puis on ne changeait rien. Donc, oui, je pense que les entreprises, est-ce qu'ils le font tous? Non. Est-ce qu'ils ont toute la possibilité de le faire? Peut-être pas non plus. Mais les entrepreneurs n'ont pas le choix de s'adapter. Même qu'il y a des entrepreneurs qui décident de vendre leur entreprise parce qu'ils trouvent ça trop compliqué de s'adapter. Puis ils disent, je vais laisser ça à ma relève ou je vais laisser ça aux autres. Moi, j'en ai vécu assez. La pandémie... La COVID, ça a eu beaucoup d'impact sur les entreprises, le télétravail. Tu me parlais de défis, la détresse psychologique aussi. Moi, j'ai un entrepreneur qui me dit, il dit, je fais quoi? J'ai un employé qui travaillait au service à la clientèle et depuis qu'on est revenu en milieu, il n'est plus capable de travailler à la clientèle. Il a trop peur, ça le stresse trop, il est anxieux. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Son travail est au service à la clientèle. Je ne peux pas le garder, mais c'est un bon employé. Comment je peux faire pour l'aider? Fait que la détresse psychologique, puis toute l'option de télétravail qui existait, côté social qui est un peu plus difficile, les gestionnaires doivent s'adapter avec le télétravail. Comment je gère mon employé que je vois une fois par semaine ou deux, ou même pas du tout des fois? Donc, c'est tout le monde doit s'adapter aux nouvelles réalités. Puis l'horaire, c'en est une. Puis on voit des changements, on voit on voit. Est-ce que c'est, comme je disais, c'est pas possible pour toutes les entreprises de s'adapter, mais c'est en train de se faire. Parce que, tu sais, comme Joanie, tu le mentionnais tantôt, il y a de plus en plus l'option de devenir un travailleur autonome. On dirait que les jeunes, puis tu pourrais nous en glisser un mot, Joanie, mais on dirait que les jeunes veulent de moins en moins s'accrocher, excusez le terme, là, mais s'accrocher à une place. Et d'être beaucoup plus flexible dans leur horaire parce qu'on dirait que la famille est devenue première et l'emploi est devenu deuxième. Parle-moi d'autre ça. Oui, mais je pense que, oui,
Tu sais, on vit pas pour travailler, là. C'est ce qu'on pense. Avant, c'est ce qu'on faisait. Oui, C'est ça. c'est ça. Carrément ça qu'on Ça, faisait. c'est pas. On a d'autres objectifs dans notre vie, puis le travail est un moyen d'arriver à ces objectifs-là. Tout à fait. Mhm. Fait que je pense que c'est le courant là, de penser là, qu'on a de plus en plus. Puis le travail autonome, ben, ça permet de faire ça, malgré que, oui, on travaille beaucoup quand on est travailleur autonome, souvent parce que... Tu vois, tu travailles même plus en tant que travailleur Oui. autonome. Oui, c'est ça. C'est vrai. Mais on a une flexibilité, puis Ouais. c'est dans nos termes. Tu sais, C'est ça. on n'a pas à Sans pas gérer... pris. Non, c'est ça. On n'a pas à gérer des horaires que quelqu'un d'autre a fait. Fait que c'est... Tu peux travailler le soir, le soir, te lever à 9h le matin, Oui. 10h le matin. Ouais. Ben, en fait, vous travaillez, je l'ai déjà été aussi, travailleur autonome, là. Mais en fait, ce que je comprends du travailleur autonome, pourquoi qu'on choisit ça, c'est que si tu fais pas d'argent, c'est de ta faute. Si tu fais d'argent, c'est encore de ta faute, tu sais. Mais tu travailles pas à l'heure. Tu travailles à l'objectif rendu. Mhm. Et c'est pour ça que tu deviens flexible dans ton temps. Mhm. Tu sais, si tu as le goût d'aller dans une soirée d'affaires ou un déjeuner d'affaires, tu y vas. Puis après ça, tu vas venir rattraper ton temps. En quelque part, tu as 7 jours dans ta semaine. Fait que tu vas le travailler où tu veux, ou tu vas le placer où Si tu tu as des veux. enfants, puis le soir, si on les couche à 8 heures, bien, tu peux travailler de 8 à 10. Là, c'est pas un C'est problème pour ça. être avec eux le matin ou être avec eux toute la soirée. Ouais. Exact. Prendre l'opportunité de leur donner leur bain, les choses comme ça. Fait que, oui, un travailleur autonome a cette flexibilité-là, mais il travaille pas moins parce Non, que c'est ça. souvent, Non, il va c'est faire ça. du 60, 70 heures Exact. semaine, mais il va le répartir C'est ça. comment ça lui convient. Exact. Puis, il n'est pas fatigué autant que c'est un employé. Puis, il faut absolument que tu remplisses les conditions. Que tu es là à 8 heures, tu finis à 17 heures, puis là, tu es surveillé dans ton temps, puis si tu fais pas ce temps-là, on vient te taper ses mains. Tu sais, il y a ça aussi qui rend le stress un petit peu... c'est peut-être ça, le côté du télétravail, où les gens ont peut-être fait en sorte que, OK, à me semble, c'est plus relâche, mais je remplis mes objectifs. Il y a la flexibilité aussi. Comme un bureau, nous, là, on a opté pour la flexibilité. Les gens aiment ça. Bon, j'ai des gens qui aiment mieux travailler un peu plus tard le soir, tout ça. La seule chose, c'est que la restriction, c'est que ça nous prend des gens qui sont là sur les heures d'ouverture. OK. Donc, moi, j'ai donné la responsabilité aux employés. Vous vous assurez que si vous devez quitter plus tôt, arriver plus tard, qu'il va y avoir quelqu'un là à 9 h le matin, puis qu'il va y avoir quelqu'un là à 5 h le soir. Donc, c'est sûr que c'est moi qui ai le point central, mais je leur dis quand même, il faut s'en assurer. Puis quand il y a des périodes plus chaudes, donc que j'ai plus de demandes de congés, là, je les avise. Donc là, il y a déjà 3 personnes qui ont demandé des congés. Soyez assurés que ça m'en prend au moins 3 au bureau de 9 à 5. Là. Donc, ils se parlent entre eux, puis ils s'organisent. Mais ça, on a la possibilité d'être flexible parce que c'est nous qui organisons notre horaire de la journée quand on rencontre les clients ou les promoteurs. Donc, on a cette flexibilité-là. Puis si j'ai le goût de travailler le soir sur un dossier, bien, je peux le faire. C'est pas toutes les entreprises qui peuvent se le permettre. Mais je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération aussi apprécie beaucoup cette flexibilité-là. Donc, tant que moi, même si c'est pas, nous, c'est du 35 heures semaine, mais tant que moi, en bout de ligne, dans l'intérieur du trimestre ou semestriellement, tu es dans tes heures, que tu m'en dois pas trop ou que tu n'as pas trop pris d'avance parce que des fois, ils travaillent un peu plus, bien, ça me convient. Là. Donc, cette flexibilité-là, elle est là. Donc, dans les entreprises, il y a de la flexibilité qui est possible. Ça dépend laquelle, mais c'est d'être alerte avec les employés puis de leur faire comprendre qu'on va être flexible tant aussi longtemps que ça va fonctionner. Donc, soyez responsables là, par rapport à vos Et horaires voilà. aussi. Tu viens de le dire. Puis être en D'être- Bermuda, en de arrière d'un responsabiliser bureau, les ça se gens. voit pas. Comment? Être en Bermuda en arrière d'un bureau, ça se voit pas. En télétravail, non, ça c'est sûr. C'est déjà terminé. Non, mais Vraiment, on a fait le tour. Je pense qu'on aurait pu parler encore. Ah, Il y avait ouais. encore plein de sujets à parler. Mais merci beaucoup, Sonia. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir de t'accueillir et de recevoir toutes ces informations importantes qui nous font réfléchir aussi. Puis peut-être que ça va faire réfléchir certains entrepreneurs également de revoir leur plan de match aussi pour avoir des employés, bien sûr. Hein, des gens responsables et qui aiment travailler où ce qu'ils sont. Alors, écoutez, la semaine prochaine... La semaine prochaine, on va parler du...
C'était même pas thématique, mon affaire, là. OK? Tu y avais pas On va pensé. parler du recrutement de la main-d'œuvre, mais dans l'immigration, Ah, OK. Ah, À l'international. à l'international. heureusement qu'on n'a pas élaboré là-dessus. Ben oui, ben c'est pas grave, parce que là, on va avoir On va le faire. le ministère de l'immigration qui va être avec nous. Ah, Super. Alors, je vous dis merci à vous trois. Et nous, ben, on se voit justement pour une autre émission de Parlons-en de l'Abitibi la semaine prochaine. Et on parle d'immigration de la main-d'œuvre. Ciao tout le monde!